Bon, s'il vous plaît. On peut commencer? Bien. Alors donc, on a fait le tour sur... nous avons donc montré comment créer une application avec... S'il vous plaît. Vous voulez bien qu'on commence? Alors, donc nous avons vu comment créer une application qui est basée sur Spring MVC. L'approche rendue côté serveur avec TeamLeaf comme moteur de template. Donc nous avons vu comment faire la recherche, ajouter un patient, chercher des patients, éditer, supprimer, comment faire la validation. Globalement, les éléments essentiels concernant MVC, Spring MVC. Donc on les a traités dans cet exemple-là. Alors maintenant, on va essayer donc de voir comment travailler avec Spring Security pour donc ajouter un système d'authentification. Alors bien sûr, pour cette application-là, on aimerait bien c'est-à-dire seuls les utilisateurs qui sont authentifiés qui peuvent accéder à l'application. D'accord? Et après, même quand on est authentifié, on va créer deux types d'utilisateurs avec des rôles différents. Donc on aura un rôle user, un rôle admin. Si j'ai le rôle user, donc je peux co-consulter. Si par exemple j'ai le rôle admin, je peux par exemple faire des opérations comme l'ajout, la suppression et l'édition. Et donc on va essayer de voir comment gérer la contextualisation avec notamment Spring Security. Okay? Alors, donc si vous voulez utiliser Spring Security dans une application basée sur Spring, bon, la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajouter la dépendance Spring Security. Donc, on va le faire dans le fichier application PLETO-POM XML. Alors, la dépendance Spring Security, c'est tout simplement Spring Boot. Je fais copier-coller, par exemple, Starter Web. Donc, c'est Spring Boot, donc org Spring Boot, Spring Boot. Et après, ici, Starter, au lieu de Web, on va utiliser Security. Donc ça, c'est la dépendance. Donc ça veut dire que vous êtes en train d'intégrer Spring Security dans votre application. On va faire Update, Reload Project. Il va télécharger la dépendance. Et c'est tout. Alors, on va redémarrer l'application. On va voir quelque chose qui va se passer. Regardez. Alors, je démarre l'application. Alors, l'application est démarrée. Spring Security, il a appliqué la configuration par défaut. Alors, si je tente d'accéder à l'application, par exemple avec le port 8082, c'est ça? Regardez. Je ne peux plus accéder à mon application. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que, en principe, dans une application sans Spring Security, c'est que toutes les requêtes, ils arrivent directement vers Dispatcher Servlet. Si vous utilisez Spring Security, c'est que il y a Spring qui va démarrer ce qu'on appelle un filtre. Alors, vous devrez savoir que dans l'architecture J2E, il y a les servlets et les filtres. En fait, les filtres, c'est ce qui... quand il y a une requête HTTP, généralement, il passe d'abord via les filtres avant d'arriver vers la servlette. Donc, en fait, Spring Security, c'est un filtre qui va s'installer dans votre application, qui fait qu'il va intercepter toutes les requêtes HTTP. Et donc, Spring Security, quand il va intercepter la requête HTTP, donc il va regarder, est-ce que d'abord la ressource demandée nécessite une authentification. Si ça nécessite une authentification, ben, il va tout simplement demander à l'utilisateur de saisir un username et un mot de passe. L'utilisateur va saisir username et mot de passe, il va les envoyer encore à Spring Security,
Et après, c'est Spring Security qui va vérifier, par exemple, dans la base de données, est-ce que l'utilisateur existe, n'est-ce pas? Alors, si l'utilisateur existe, il va tout simplement, et que le mot de passe est le même, il va créer la session. Il va démarrer la session de l'utilisateur. Et dans la session, généralement, il va placer les informations sur l'utilisateur comme son username et ses rôles. Et après, par la suite, si cet utilisateur a le droit d'accéder à cette ressource, c'est à ce moment-là qu'il va laisser la requête passer vers dispatcher servlet. Donc sinon, il va vous dire, vous n'avez pas le droit. Alors vous voyez donc Spring Security avec Spring Boot, il y a une configuration par défaut. Alors cette configuration par défaut, qu'on va changer bien sûr, qu'est-ce qu'il vous donne? Vous allez remarquer qu'au démarrage, il démarre, quand vous démarrez l'application, il vous affiche un mot de passe. Regardez. Donc Spring Security, généralement, il génère un seul utilisateur pour l'application. Alors cet utilisateur s'appelle user et le mot de passe c'est celui que vous voyez là. Donc c'est-à-dire pour le moment, le seul moyen pour accéder à votre application, c'est d'utiliser ce mot de passe. Et après, on va bien sûr changer. Alors, vous utilisez user et vous mettez le mot de passe, CTRL-V. Vous voyez donc, avec ce mot de passe, je peux maintenant accéder à l'application. Une fois que j'accède à l'application, j'ai tous les droits sur l'application, je peux supprimer, etc. Donc ça, c'est la configuration par défaut, n'est-ce pas? Alors maintenant, non, bien sûr, on ne va pas garder cette configuration par défaut. C'est à nous de préciser quels sont les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application, quel rôle, quelles sont les ressources que je dois, protéger, et quelles sont les ressources qui ne nécessitent pas une authentification. Alors tout cela, on va le faire comment? Alors pour personnaliser la configuration de Spring Security, donc vous aurez besoin de créer une classe de configuration. C'est ce que je vais faire. Je vais créer un package qui s'appelle Security, dans lequel je vais créer une classe, new class, que je vais appeler Security Config. Security Config. C'est une classe que j'appelle comme ça. Je peux lui donner n'importe quel nom. Et cette classe de configuration devrait hériter d'une classe qui s'appelle Web Security Configure Adapter. Donc vous créez une classe qui hérite de cette classe et dans laquelle on va redéfinir deux méthodes. Il y a une méthode qui s'appelle configure qui reçoit Authentication Manager Builder et une deuxième méthode configure qui reçoit un objet de type HTTP Security. Donc ça, c'est deux méthodes qu'on va redéfinir si on veut personnaliser. Alors maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va mettre dans la première méthode, qu'est-ce qu'on va mettre dans la deuxième méthode. Alors d'abord, cette classe-là, cette classe de configuration, doit utiliser la notation configuration. Alors pour dire que c'est une classe de configuration. Donc il faut juste noter que toute classe qui utilise la notation configuration, c'est une classe qui va être instanciée en premier lieu. Spring, quand il démarre, les premières classes qu'il va instancier, c'est les classes configuration. Alors c'est pour, généralement, ils vont servir pour configurer, c'est-à-dire pour faire de la config. Et en même temps, ici, on va utiliser une annotation qui s'appelle Enable Web Security. Alors c'est pour dire à Spring Security, je veux activer la sécurité web. Donc ça, c'est les deux conditions. Alors ensuite, dans la méthode configure, en fait, la méthode configure qui reçoit Authentication Manager Builder, c'est la méthode dans laquelle on va préciser en quelque sorte comment Spring Security va chercher les utilisateurs et les rôles. Est-ce que vous voulez que Spring Security utilise une base de données pour aller chercher ces utilisateurs? Est-ce que vous voulez tout simplement utiliser des utilisateurs en mémoire, une memory? Est-ce que vous voulez utiliser un annuaire de l'entreprise? Parce que sachant qu'il y a des annuaires, par exemple, comme LDAP, qui gèrent déjà les utilisateurs et les rôles d'accès pour les applications d'entreprise. Donc ça veut dire que Spring Security, il vous offre le choix. C'est à vous de lui dire qu'est-ce que vous voulez faire. Alors dans un premier temps, on va commencer par le plus simple. Et le plus simple, on va utiliser une memory authentication. Donc je vais utiliser cet objet authentication.
in-memory authentication. Alors, ça veut dire quoi in-memory authentication? Ça veut dire, je dis que les utilisateurs qui ont le droit, ça veut dire que les utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application, ils seront stockés en mémoire. C'est à moi de les préciser. Comment? Je vais utiliser la méthode withUser. J'ai par exemple un utilisateur qui s'appelle username, c'est user1. Point password, il a un mot de passe 1, 2, 3, 4. Point rôle, quels sont ses rôles? Par exemple, cet utilisateur, il a le rôle, par exemple, user tout court. Par exemple. OK? Alors, ça veut dire que je lui dis tout simplement que ici, pour le moment, il y a un utilisateur qui s'appelle username, c'est user1, mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Il a le rôle user. Et j'ai également un autre utilisateur, with user. And. Alors, vous pouvez utiliser and, etc. Vous pouvez mettre point virgule. Alors, vous pouvez faire ça et après vous ajoutez. Donc, vous pouvez utiliser donc pour with user. Point, and with user encore, etc., etc. Donc, ça, c'est en fait une façon un peu de configurer. Et un autre utilisateur qui s'appelle par exemple admin avec le mot de passe. Password, c'est toujours 1, 2, 3, 4. Et qui a le rôle. Alors, l'utilisateur admin, il a deux rôles. Il a le rôle user. Également, il a le rôle admin. Donc, je peux utiliser encore and. Je peux également utiliser ici point virgule. Je supprime and et après, il faut utiliser également, à chaque fois, vous reprenez des choses comme ça. In-memory authentication point with user. Donc ici, donc, vous avez le premier utilisateur, c'est user1. Le deuxième utilisateur, c'est admin. Avec les rôles user et admin. Alors pour le moment, donc j'ai combien d'utilisateurs qui ont le droit d'accéder à l'application? J'en ai deux. Pour le moment, ça c'est ce qu'on appelle in-memory authentication. C'est-à-dire, ça c'est très pratique pour tester les applications. Parce que parfois, pour tester la sécurité d'une application, je n'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'utilisateurs. Je vais créer juste quelques utilisateurs avec des rôles différents. Et après, je peux tester. Alors, je peux ajouter un deuxième, etc. Donc, user 1, j'ai user 2. Le mot de passe 1, 2, 3, 4, etc. Alors, ça, c'est la première des choses. Alors, donc ça, c'est en fait la méthode configure avec Authentication Manager Builder. Il va servir pour préciser quelle stratégie que vous voulez utiliser pour que Spring Security va chercher l'utilisateur. Donc, ça veut dire quand vous allez saisir username et le mot de passe, Spring Security, il sait qu'il utilise in-memory authentication, donc il va chercher parmi ses utilisateurs, est-ce que l'utilisateur existe, est-ce que le mot de passe est le bon, etc. Donc ça, c'est in-memory authentication. Alors, la deuxième méthode configure, que vous voyez là, c'est pour spécifier les droits d'accès. Alors, dans cette méthode-là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va utiliser l'objet HTTP. D'abord, on va utiliser form login. Alors, le fait d'utiliser form login, ça veut dire que vous demandez à Spring Security, je veux utiliser un formulaire d'authentification. Donc, par défaut, si Spring Security va utiliser un formulaire par défaut que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire Spring Security dispose d'un formulaire d'authentification par défaut qu'il utilise. Mais si vous voulez créer votre propre formulaire, vous allez utiliser .loginPage et vous mettez par exemple /login. Ça veut dire que maintenant, dans votre contrôleur, vous devrez mettre une méthode avec /login qui retourne une page qui s'appelle login.html dans laquelle vous pouvez créer le formulaire. Mais cette étape-là, je vais la faire en dernier lieu. Donc pour le moment, je vais utiliser le formulaire par défaut. Et après, les droits d'accès. Alors maintenant, dans les droits, comment gérer les droits d'accès? Donc on va dire par exemple http.authorize requests.
En fait, l'autorisation la plus restrictive, c'est d'utiliser, par exemple, any request authenticated. Ça veut dire quoi ça avec Spring Security? Ça veut dire c'est comme si vous lui dites toutes les requêtes HTTP nécessitent une authentification. Donc ça, c'est la plus restrictive. Dans ce cas-là, quelles que soient les ressources que vous avez dans votre application, ça nécessite une authentification. On va laisser d'abord cette règle. On va démarrer, on va regarder d'abord. Et après, on va continuer un peu à changer les éléments. Donc, je redémarre. Donc, ici, je vais personnaliser maintenant la sécurité. Alors, bien, du moment que vous avez personnalisé, vous voyez que Spring Security ne va plus générer un mot de passe à un utilisateur par défaut parce qu'il sait que vous utilisez votre propre configuration. Alors, on va tester l'application. Donc, on va mettre... Alors, ici, je vais utiliser une page indépendante. 80-82. Alors, vous voyez, donc, j'ai toujours, en fait, l'authentification. N'est-ce pas? Donc, maintenant, si je mets user 1 avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, ça ne marche pas. 1, 2, 3, 4. Ça passe pas. Bad credentials. C'est-à-dire que avec le mot de passe, il vous dit que le mot de passe que vous avez saisi n'est pas le même mot de passe que vous avez en mémoire. Pourquoi? Parce que généralement, Spring Security, en fait, il va encoder les mots de passe. Parce qu'en fait, le mot de passe normalement stocké dans la base de données, souvent, il est haché. Donc, il utilise un algorithme qui permet de hacher le mot de passe, n'est-ce pas? Donc, par défaut, il faut, normalement, Spring Security, il faut lui indiquer c'est quel algorithme que vous voulez utiliser pour encoder les mots de passe. Alors, nous, par la suite, on va utiliser Bcrypt. Donc, j'en ai déjà parlé entre parenthèses une fois, si vous vous rappelez, je n'ai pas terminé. Donc, Bcrypt, c'est un algorithme. Donc, vous pouvez utiliser MD5 pour hacher les mots de passe, n'est-ce pas? C'est un algorithme qui est assez connu, mais MD5, c'est dépassé. Donc, il ne faut pas l'utiliser, il n'est pas très fort. Donc, mais Bcrypt, c'est un algorithme qui est beaucoup plus fort. Mais maintenant, si vous voulez lui dire, je ne vais pas utiliser un password encoder, comment vous pouvez lui dire ça dans le mot de passe? Il suffit d'ajouter une chaîne de caractères comme ça. Vous lui dites no, comme ça, no password encoder. C'est comme si vous demandez à Spring Security quand il va, si tu veux comparer le mot de passe, c'est-à-dire de cet utilisateur, n'utilise pas de password encoder. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il fait Spring Security? Le mot de passe que vous avez saisi, il va d'abord le hacher avec un algorithme, il le compare avec ce mot de passe. Le fait d'utiliser ici no comme ça, c'est-à-dire no password encoder, c'est-à-dire c'est pas la peine d'encoder le mot de passe. Alors ici, donc je fais la même chose ici. Alors ça, c'est juste une solution, mais c'est pas la meilleure solution. Donc ici, no password encoder, c'est-à-dire je suis en train de dire à Spring Security, donc n'utilise pas de password encoder pour encoder le mot de passe. Et on va vérifier. Alors maintenant, user 1, mot de passe 1, 2, 3, 4. User 1, 1, 2, 3, 4. Alors, vous voyez donc, cette fois-ci, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que user 1, ça passe, n'est-ce pas? Alors, je fais la même chose pour user 2. Ça passe. Et également, je peux m'authentifier en tant que admin 1, 2, 3, 4. Ça passe. Bon, tout ça, le browser qui dérange. C'est clair? Donc ici, no password encoder. Alors, mais moi, je ne veux pas utiliser no password encoder, je vais utiliser Bcrypt, n'est-ce pas? Alors, comment je vais utiliser donc Bcrypt? Alors, si vous voulez utiliser Bcrypt, dans la configuration, on va créer une méthode qui permet de retourner un objet de type password encoder. Password encoder. Return
new, je vais utiliser bcrypt password encoder. La méthode AD, je vais utiliser la notation bin. Alors, bin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous lui dites au démarrage, crée-moi un objet de type password encoder, ou le password encoder, tu le places dans ton contexte. C'est-à-dire ça devient un bin spring. Ce qui fait dans une autre application, par exemple dans la couche métier, si je veux l'utiliser, il suffit d'utiliser AutoWired. Donc, vous déclarez un objet password encoder. Donc, par défaut, à chaque fois que vous utilisez un objet de type password encoder, il va utiliser bcrypt. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est ici, donc, on aura besoin d'utiliser password encoder. J'appelle cette méthode password encoder, c'est celle-là, qui me permet de créer un objet password encoder. Et après, je vais encoder le mot de passe. Donc ici, au lieu d'utiliser au lieu d'utiliser 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? Au lieu d'utiliser 1, 2, 3, 4, je vais lui dire c'est CTRL X, je vais utiliser c'est password encoder point encode. N'est-ce pas? Je vais le faire autrement. Donc j'ai ici, donc, je vais mettre string encoded password égale à quoi? Égale password encoder point encode. Alors le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Maintenant vous voyez donc ce mot de passe là il est haché en utilisant quel algorithme? C'est bcrypt, donc il est encodé, il est haché. Ok? Si vous voulez l'afficher, vous pouvez utiliser system.out.println au démarrage encoded password. Alors ici, au lieu d'utiliser 1, 2, 3, 4, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est encoded password. Alors la même chose ici. Du moment que c'est le même mot de passe, vous voyez? Donc ici, je fais la même chose. Password encoder point encode. Alors ici, 1, 2, 3, 4, la même chose. Et la même chose ici. Password encoder point encode. 2, 3, 4, 5. N'est-ce pas? Donc chaque... ici c'est 1, 1, 1, 1. Et là c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon? Alors maintenant, officiellement, on fait mieux. Parce que ici, donc, je sais que je demande à Spring. Déjà, parce qu'après, on va utiliser une base de données pour stocker les mots de passe. Et c'est que quand on va stocker les mots de passe dans la base de données, il faut haché. Donc on ne peut pas stocker les mots de passe en clair dans la base de données, sinon c'est une faute professionnelle. Il ne faut jamais stocker les mots de passe en clair dans une base de données. Donc on a maintenant un moyen. Alors maintenant je suis passé donc à bcrypt. OK? Je redémarre et on va regarder si ça marche. Donc le premier c'est 1, 2, 3, 4, l'autre c'est quoi? 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va s'authentifier. Donc admin user 1, c'est 1, 2, 3, 4. Ça passe. Admin 2, 3, 4, 5. Ça passe. Quoi d'autre? User 2. User 2. 1, 1, 1, 1. Ça passe. Non. Pour le moment, je suis juste. Pour le moment, on n'a pas fermé la session. On va parler de ça. C'est clair? Donc maintenant, je sais comment faire l'authentification. D'accord? Alors, une fois que je suis authentifié, maintenant, si je suis authentifié, d'abord, on va afficher l'utilisateur qui est authentifié là. D'accord?
Et après, on va essayer de voir comment faire logout, etc. Et après, on va essayer donc de gérer les droits d'accès. Parce qu'après, on va dire qu'un user, ce n'est pas un admin. N'est-ce pas? Parce que pour le moment, que ce soit un user ou un admin, c'est la même chose. Donc, il va falloir qu'on fasse la différence. Alors, comment? Alors maintenant, si vous voulez, avec TeamLeaf, vous voulez utiliser Spring Security avec TeamLeaf, ben, il vous faut ajouter un namespace. Il faut ajouter une dépendance. Alors, c'est TeamLeaf Spring Security. Bon, alors vous cliquez dessus, il vous faut une dépendance que vous pouvez retrouver, c'est celle-là. Bon, c'est des choses que vous pouvez trouver facilement, donc il faut d'abord intégrer TeamLeaf Extra Spring Security. C'est une dépendance qu'il faut ajouter. Je ne suis pas responsable de ce qui s'affiche en publicité et tout ça, donc c'est pas moi qui... D'ailleurs, à chaque fois que je cherche quelque chose dans le web, j'ai toujours peur que des choses s'affichent qui ne sont pas bonnes, mais il faut toujours, quand vous cliquez sur le lien, il faut un petit peu faire attention. Bon, alors, donc pour gérer, donc maintenant on va gérer ce qu'on appelle la contextualisation. Alors pour la contextualisation, on va utiliser donc la dépendance d'abord suivante. Ça, voilà quelque chose que vous allez ajouter. Il faut bien regarder si vous avez utilisé Spring 5, parce que en fait ici on utilise Spring 5. Spring Boot qu'on utilise, c'est la version 5 de Spring. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vers la page de template. Et on va utiliser donc 5. Alors c'est donc voilà le namespace. Donc le préfixe, je vais utiliser security, ok, dans lequel je vais utiliser donc teamleaf.org/teamleaf extra spring security 5. Donc ça c'est juste le namespace à utiliser. Alors si vous avez ça, maintenant ici, par exemple là, vous voulez afficher l'utilisateur, ben, on va utiliser tout simplement, on va utiliser vous pouvez utiliser ici un span ou là je ne sais pas quoi, et vous utilisez security de point. Alors c'est alors authenticated authentication égale name. Ok. Alors on va. Alors ici donc je vais m'authentifier. Bon, c'est déjà fait. Vous avez ici user 1. Oui, je vois. Alors en tout cas, donc ici donc vous voyez ici donc vous affichez le nom de l'utilisateur. Donc ici Spring Authentication Name. Authentication Name. Voilà. Alors quoi d'autre? Donc si vous voulez faire logout, alors logout il suffit de faire appel à vous appelez /login/logout. Alors si vous faites /logout, alors faites pourquoi? Parce que Spring Security, alors je m'authentifie en tant que user. Donc j'ai bien utilisateur ici, donc je fais logout.
Donc vous voyez, donc slash logout, c'est un path qui est fourni par Spring Sécurité. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous authentifier? Logout. Alors ça c'est vrai, logout, c'est-à-dire la session elle est fermée. Alors je m'authentifie encore. Bon, alors on sait maintenant comment récupérer l'utilisateur authentifié et on sait également comment faire logout. D'accord? Alors maintenant, voyons par exemple delete les droits d'accès. Par exemple, delete edit, je vais l'afficher uniquement si il a le rôle admin. Alors comment je vais utiliser ça? Donc j'arrive vers la page. J'ai toujours besoin de ce namespace. Vers la page par exemple passion. Passion.html. J'ai ici delete. Alors ce TD, donc je peux utiliser sécurité de point authorize égal. Mais il faut ajouter le namespace, n'est-ce pas? Parce que ce namespace là, il faut le copier. Sécurité. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je me posais la question. Alors, votre collègue, il propose en fait d'utiliser ici un namespace qui est beaucoup mieux. Donc, ça se passe dans non template. Alors, c'est quoi la différence? C'est teamleaf.org/extra /spring security 5, tout court. Alors, d'après votre collègue, donc ici, ce namespace-là, si vous l'utilisez, c'est mieux parce que ça va vous donner. D'ailleurs, normalement, si vous mettez ici, par exemple, là où j'ai mis, par exemple, l'utilisateur, là, si vous mettez sécurité de point, donc vous voyez, donc, effectivement, d'ailleurs, c'est celui que j'utilise, bon, sauf que je n'ai pas fait attention. Donc, vous voyez, donc, vous récupérez facilement avec l'intelligence, c'est mieux. Vous avez tout à fait raison pour ne pas parfois taper des choses qu'on ne sait pas faire. Alors, ici, donc, vous changez, donc, vous mettez ça, ce namespace. Donc, teamleaf.org/extra/spring security. Normalement, si vous mettez... Non, l'intelligence, il n'a pas pu détecter le namespace, mais en tout cas. Alors ça, c'est ce que je vais faire également dans la page passion.html, ici. Donc, je vais utiliser donc ce namespace Spring Security. Alors, c'est mieux. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'arrive vers, par exemple, TD, là où je mets par exemple Autora ici. Là où je mets delete, je peux utiliser donc sécurité de point authorize. Vous voyez? Alors ici donc authorize, je vais utiliser quoi? Alors ici soit is authenticated, ça veut dire s'il est authentifié. Sinon vous mettez has role, has role. C'est quoi le rôle? Admin. Alors, vous mettez has role admin, c'est que vous dites à Spring Security que en fait, ce delete-là, je ne veux l'afficher que si le rôle égale admin. Alors, je fais la même chose ici pour edit. Je redémarre. Alors, on est en train de gérer la contextualisation. Alors ici, donc, j'actualise, il va m'obliger de m'authentifier. User 1. Donc, je suis authentifié, donc je ne vois pas les colonnes qui disparaissent. Je fais logout.
avec admin 1, 2, 3, 4. C'est pas 1, 2, 3, 4, c'est 2, 3, 4, 5. Admin. Admin 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, j'ai ça. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Alors, votre collègue, il a raison. Regardez, je m'authentifie en tant que user 1. Mais pas de problème. Bon, l'interface, la partie UI, il ne m'affiche pas. Mais je peux bien, ici, l'URL, je peux taper delete et je supprime. N'est-ce pas? Alors, ça veut dire que ça, c'est une faille de sécurité qui s'appelle Security Escalation. C'est-à-dire, parfois, ce qui s'arrive, c'est que vous êtes authentifié avec un rôle. D'accord? Vous êtes authentifié avec quel rôle maintenant? C'est user. Mais après, une fois que vous êtes dans l'application, vous commencez à tenter. Est-ce que vous pouvez, par exemple, supprimer delete? Oui, delete, par exemple, ID égale à quoi? Égale à 1. Delete. Parce que là, il... delete. Alors, ici, non, delete ID égale. Pourquoi il supprime? Normalement, il devrait. Ça, c'est juste pour vous montrer. Il y a une exception ici qui m'indique que le paramètre page, il est présent. Pas. Parce que là, on suppose qu'on récupère le paramètre ID. Comme on ne l'envoie pas, elle prend la valeur nulle. C'est pour quelle... Parce qu'en fait, dans mon contrôleur, ce n'était pas parfait dans delete. Qu'est-ce que je fais? Alors, dans delete, ici, on n'a pas... C'est pour cela qu'il faut utiliser des valeurs par défaut. C'est-à-dire, si le keyword n'est pas envoyé, c'est quelle valeur par défaut que vous allez utiliser. Alors, c'est pour cela qu'en fait, ici, donc, je pense que là, on a fait delete ID and keyword. ID égale à combien? Égale, bon, je pense que c'est déjà sur 1, égale à 34. Voilà. En fait, le ID, en fait, à vrai dire, on l'a déjà supprimé. C'est juste. Donc, si vous faites ça, c'est que finalement, même si vous n'avez pas le droit de supprimer, mais vous faites ce qu'on appelle l'escalation. C'est-à-dire que vous rentrez avec un rôle qui n'a pas de droits et vous tentez à remonter vers des rôles, à exécuter des opérations dont vous n'avez pas le droit. Donc, maintenant. Ça veut dire que même si vous faites la contextualisation, ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut indiquer à Spring Security les droits. C'est-à-dire, on va revenir à la configuration de Spring Security. Et là, on va lui dire tout simplement, on va lui dire quoi? On va lui dire http://authorize_request.end_matchers. Et on va lui dire par exemple /delete étoile has role quoi admin. Ça veut dire que vous êtes en train de dire à Spring Security de toute façon toutes les URL qui contiennent /delete/ quelque chose ou bien quoi /edit. Après, on va arranger ça. Encore /edit/étoile. Quoi d'autre? /save. Quoi d'autre? Formation. Ben, la syntaxe, c'est comme ça, c'est-à-dire, quelles que soient les pattes, ///, c'est-à-dire, vous pouvez mettre n'importe quoi, mais avec n'importe quelle patte après.
Alors, slash étoile, forme patient, etc. Donc, tout ça, vous dites que ça nécessite d'avoir un rôle admin. Et par exemple, tout ce qui est index, vous pouvez ajouter encore. Tout ce qui est, par exemple, index, slash étoile, nécessite d'avoir le rôle. Quel rôle? User. Et après, vous pouvez dire, voilà, les ressources que je voudrais, quelles sont les ressources qui sont accessibles en tant qu'admin et quelles sont les ressources qui sont accessibles en tant que user. Alors avec ça, donc, vous réglez au niveau Spring Security. Là maintenant, même si l'utilisateur va tenter avec des URL, ça ne passera jamais. D'accord? Alors on va regarder ça. Alors je suis authentifié en tant que user. Ok. Alors si vous tentez de faire par exemple, vous voulez accéder à un nouveau formulaire, vous allez avoir une exception 403. Non. Alors c'est quoi ça? Forme patient avec S. Vous voyez, donc on a... Alors ici donc c'est slash forme patient. Alors après, bon, on va voir comment on peut régler ça. Chercher. Je suis authentifié. Bon, il n'y a pas de problème, je peux faire la recherche. Je veux ajouter un patient nouveau. Vous voyez, vous avez 403. Alors 403, ça veut dire forbidden, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit. Maintenant, c'est Spring Security qui protège la ressource. Alors maintenant, sauf qu'au lieu d'afficher ça, c'est pas bien d'afficher des trucs comme ça, on va lui afficher un message, vous n'êtes pas autorisé d'accéder à cette ressource. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va configurer les exceptions ici. Avec Spring Security, on va utiliser http://exceptionhandling. Access page, denied page. Je mets par exemple /error. Ou là /403. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon contrôleur, je vais créer plutôt une action /403 qui me retourne une page 403. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je peux aller vers mon contrôleur, mais de préférence, tout ce qui concerne la sécurité, ne le mettez pas dans les contrôleurs, vous créez un contrôleur à part, de préférence. Vous créez un contrôleur, une classe que vous allez appeler Security Controller. Bon, ça c'est un autre contrôleur que j'ajoute. La notation controller. Ici, donc, on va juste mettre une action qui retourne une vue. Not authorized. Et je vais lui dire que quand tu as un get mapping /403, tu vas me retourner une page qui s'appelle 403.html. Alors maintenant, il suffit de créer, c'est comme si vous dites Spring Security, quand il y a un utilisateur qui tente d'accéder à une page, à une ressource dont il n'a pas le droit, affiche-moi cette page. Et dans cette page-là, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, tout simplement, je prends par exemple la page index, patient, CTRL-C, CTRL-V. Je vais l'appeler tout simplement 403 pour HTML. Alors, je garde tout cela et je supprime le contenu. Donc, je garde ici content 1 et je vais tout simplement afficher avec le style, je vais l'écrire un peu plus grand, bon, c'est juste 2. Vous n'êtes pas autorisé.
Alors là, du moment qu'on écrit tout ça en français, on va l'écrire. Vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette ressource. Vous mettez ça en rouge. Et vous mettez ici donc content 1, vous mettez ça dans un conteneur. Oui, il y a un div Zeta. Alors div classe égale container. Et je mets le H à l'intérieur. Et je supprime un div. Ouais, donc ça c'est une simple page, une page dans laquelle j'affiche un message. Vous n'êtes pas autorisé. Alors si vous voulez afficher des accents comme ça, il faut utiliser F8, c'est ce qui est déjà fait, pas de problème. Alors ce que j'ai oublié avant, c'est que vous savez quand vous utilisez la page template, vous n'aurez plus besoin d'intégrer, n'est-ce pas, Bootstrap dans la page parce qu'il est déjà dans la page template. La même chose dans les autres. Il faut le supprimer, ça ne sert à rien parce qu'il est déjà dans la page template. Bon, tout ça, il y a des petits détails. Bon, je vais revenir à la fin pour les corriger. Alors, je suis authentifié. Alors, je peux bien donc faire index. Et si je tente d'accéder, donc vous n'êtes pas autorisé. C'est très grand. C'est pas joli, mais c'est juste pour... Donc maintenant, vous voyez, donc ici, c'est Spring Security qui gère la sécurité. Vous commencez à avoir un petit peu à tirer profit de Spring Security. Alors, la même chose, si vous voulez, par exemple, si vous tentez d'éditer, n'est-ce pas? Par exemple, vous faites la recherche et vous tentez de faire, par exemple, / delete. Ouais, donc il vous dit, vous n'êtes pas autorisé. Donc c'est-à-dire même si vous voulez faire l'escalation, vous voulez remonter, donc ici vous ne pouvez pas le faire. Donc il faut faire attention parce que parfois le fait de masquer des choses dans votre UI, vous croyez que vous avez sécurisé l'application. Non. Donc vous masquez par exemple ici, vous voyez, même si je ne masque pas nouveau, c'est pas grave. Logiquement, à nouveau je devrais le supprimer si par exemple l'utilisateur n'est pas un admin, je dois carrément le supprimer. Mais si au départ, vous le laissez, ne masquez pas au départ, vous laissez. Donc c'est juste pour voir que ce que vous avez vraiment sécurisé. Parce que par exemple ici, ça, je ne peux pas, maintenant même si je n'ai pas masqué nouveau, mais je ne peux pas y accéder. Donc ça veut dire que donc j'ai bien sécurisé l'accès à cette ressource comme ça. Et après, vous pouvez le masquer. Alors si vous voulez le masquer, vous pouvez l'ajouter après. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour le masquer? Vous savez maintenant le faire. Ben, tout simplement, vous allez vers la page template. Et ici, dans votre menu ici, donc c'est-à-dire ce ILI que vous voyez là, vous utilisez encore Security, Authorize, Has, Role. شنو هو الرول؟ admin. As role admin. Mais de préférence, ne masquez pas, comme je disais. Donc, c'est pas, vous commencez pas par masquer par ne faites pas de la contextualisation. Vous laissez les choses, c'est-à-dire visibles. Une fois que vous êtes sûr qu'ils sont bien sécurisés, après vous les masquez. Alors maintenant, ça doit être mieux. Donc, si je suis authentifié en tant que user, ici, donc, dans le menu, donc, je n'ai pas le... Donc, j'ai cherché, mais je ne peux plus ajouter. C'est clair? Alors, supposons maintenant, vous avez quand même une page...
vous avez quand même on va démarrer avec une page index qui ne nécessite pas une authentification. N'est-ce pas? Parce que souvent c'est le cas, vous accédez à une application où il y a des choses qui ne nécessitent pas d'authentification, mais après vous avez des ressources qui nécessitent une authentification. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page patient, CTRL-C, CTRL-V. Donc cette page-là, je vais l'appeler index tout court, .html, index.html. Alors dans cette page index.html, je mets rien pour le moment. Alors la même chose, ce link-là, il faut le supprimer parce qu'on l'a déjà dans la page template. Alors title, c'est index. OK? Et après, donc, dans mon contrôleur, si vous vous rappelez dans le contrôleur, si vous avez slash, on va vers index. Alors ici, donc si je mets slash, je vais retourner une page qui s'appelle index.html. Alors si vous voulez cette page-là, vous pouvez l'appeler home, n'est-ce pas? Pour ne pas avoir de confusion. Donc home, par exemple ici, et au lieu de index, refactor rename, je vais l'appeler home.html. Et maintenant, donc, ici, slash home, vous mettez slash. Alors, dans la partie sécurité, maintenant, la configuration de la sécurité, sécurité config, bah, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, on va dire tout simplement, bah, on va lui dire http://authorize request.ent/matchers/ tout court. Si on fait slash, donc qu'est-ce qu'on va dire? Permit all. Alors, le fait d'utiliser permit all, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça ne nécessite pas une authentification. Donc, logiquement, quand je fais slash, ici, vous voyez donc que j'accède à la page home, n'est-ce pas? Mais si je tente d'accéder, par exemple, ici à chercher, c'est à ce moment-là qu'il va me rediriger vers l'authentification. D'accord? Mais regardez, quand je suis authentifié, je ne suis pas maintenant authentifié, mais regardez ce que vous avez là. Anonymous user. Alors maintenant, normalement ici, je vais lui dire, je vais afficher l'utilisateur que s'il est authentifié. Donc celui-là, je dois le supprimer. Alors pour le supprimer, donc je vais aller vers la page template. C'est là où j'affiche l'utilisateur. Ici. Donc je vais, ce lien que j'ai ici, et même si vous voulez ce UL carrément, n'est-ce pas? Parce que ce UL, c'est un menu, n'est-ce pas? Donc je vais l'afficher, je vais utiliser sécurité authorize. Cette fois-ci, je vais utiliser is authenticated. Donc on a déjà vu has role. Et là, c'est quoi? C'est is authenticated. C'est-à-dire que ce UL là ne va être affiché que si on est authentifié. Et là, vous commencez à faire du bon travail. Maintenant, c'est un peu plus précis. Ici, slash. Donc, vous voyez, donc, je suis là. Donc, je peux accéder à la page. Donc, ça, c'est home. Donc, ici, bon, il n'y a pas de notion. Mais par contre, si je tente d'accéder à quelque chose, par exemple, chercher, donc, ça nécessite d'être authentifié. Et si je suis authentifié, c'est à ce moment-là qu'il va afficher l'utilisateur. Et bien sûr, voilà.
C'est ça, c'est-à-dire on fait le lien le login. Oui, oui. Alors justement, c'est ce qui va se faire. Donc ici, vous allez ajouter, ici, bon, là, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est ça. On va, donc celui-là, on va le supprimer de là. Ici, donc l'utilisateur, c'est-à-dire ce lien A, je le mets ici. OK? C'est-à-dire name, je vais l'afficher uniquement si on est authentifié. Si on n'est pas authentifié, je vais afficher un autre lien. D'accord? Je vais utiliser, alors celui-là, logout, la même chose. C'est-à-dire, il va s'afficher uniquement si on est authentifié, n'est-ce pas? Sinon, ben, je prends tout simplement un lien ici quelconque, adi. Donc ici, à l'intérieur LI, je fais LI. Et je vais lui dire ici, donc, login, n'est-ce pas? Login. Alors, login. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Login. Donc, on va utiliser, d'abord, à quelles conditions? Alors, pardon. Alors, on va utiliser Security Authorization, authorize. Donc, is not authenticated. C'est-à-dire, vous allez utiliser not is authentic. C'est-à-dire, si on n'est pas authentifié, ben, j'affiche ce lien login. Et login, tout simplement, pour faire le login, ben, j'accède tout simplement avec href/login. C'est comme ça, /login. C'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Donc ça c'est également, donc ça veut dire que bon, vous pouvez encore arranger. Dans ce cas-là, normalement, ici on peut faire mieux. Donc je remets ça directement dans UL, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, je supprime de là. C'est-à-dire qu'en fait, ce UL-là, ce menu, attends, non. Non. Parce qu'en fait, le lien, il est dans UL. Donc, ça veut dire que je fais CTRL-Z. Donc, c'est-à-dire, j'affiche un UL. Mais mais plutôt, je le fais ici. CTRL-X, c'est-à-dire ce menu. Ce menu-là, je vais l'afficher uniquement si on est authentifié. Donc ici, je n'ai plus besoin de l'ajouter ici. Je n'ai pas besoin de le mettre ici, parce que ce ILI, ça c'est le menu. Donc on va l'afficher uniquement si on est authentifié. Si on n'est pas authentifié, on va afficher. Alors je crois que donc, vous avez compris le principe. Donc slash tout court. Donc ici, vous voyez donc là, on est là, mais je vois ici login. Et quand vous faites login, vous allez faire login. Alors là, je suis authentifié, j'ai l'utilisateur, je peux faire logout. Alors ici, donc pour le moment, c'est parce que je suis authentifié en tant que user. Si je suis authentifié en tant que admin, admin 2, 3, 4, 5. Là, 2, 3, 4, 5. Vous voyez donc en tant qu'admin, donc je peux chercher, je peux ajouter, je peux faire des choses. N'est-ce pas? Alors on a donc fait un petit tour sur comment protéger donc, les éléments de l'application. Alors maintenant ce qui me dérange, c'est un peu ce qui dérange. C'est ça. C'est dans votre application, dans la sécurité. Donc vous avez ici, regardez, /delete, /form, etc. Mais vous avez des centaines d'URL à protéger. Vous n'allez pas, n'est-ce pas? Alors généralement, il va falloir s'organiser. On va mettre tout simplement ça. /admin, /étoile. On supprime tout ça. C'est-à-dire que toutes les URL qui commencent par /admin, quelque chose, ça nécessite d'être admin. Et tout ce qui est /user, /étoile, ça nécessite d'avoir le rôle user.
Alors maintenant, il faut changer les URL dans vos applications. Maintenant, il faut faire un peu de ménage. N'est-ce pas? Alors, vous voyez, donc si vous voulez faciliter la config, il vaudrait mieux organiser les URL selon les rôles. Par exemple, tel rôle, je mets slash tech. Alors, donc ça c'est en fait si vous voulez l'autorisation comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que d'abord dans le contrôleur, on va changer ici. Alors, au lieu de slash index, qu'est-ce qu'on va mettre? Slash user slash index. Et quand on va faire ça, on va mettre quoi? Slash admin slash delete. Ici, on va mettre slash. Slash, non, parce que là, il n'est pas authentifié. Ouais. Bon, ici, slash, il va directement vers où? Donc, on n'a plus besoin. La redirection, oui. Slash user, tout à fait. Slash index. Alors ici, donc, slash passion. Là, ça, c'est pour les données. Rappelez-vous, on a ajouté ça pour retourner les données au format JSON, n'est-ce pas? Alors ça, on va supposer que ça, c'est permis, si on veut voir. Ici, slash quoi? Slash admin slash. Ça, c'est slash admin slash. C'est une redirection. User index slash admin slash. Alors, on a changé ici. Maintenant, il faut changer dans les pages. Comment? Alors, il faut changer dans les pages. D'abord, dans la page template. Alors, dans la page template, donc ici, donc slash user slash user slash index passion. Ici, donc slash user slash index slash admin slash logout non, login non. Ok. Et après la page passion. Bon, ça, vous voyez, donc ça c'est un peu de ménage. C'est le refactoring. Vous faites des choses et après on fait ce qu'on appelle une opération de refactor. Refactor, c'est-à-dire vous regardez vous essayez de simplifier un peu les choses, d'arranger, de faire un peu de ménage. Souvent, parfois, le refactor, ça peut être objet de 2 jours, 3 jours. Quand vous faites votre application, ça y est, vous êtes satisfait, vous dites, je ne vais pas la laisser comme ça, il y a beaucoup de choses à améliorer. Vous revisitez le code. Et vous essayez de simplifier. Vous trouverez sans doute, vous faites des copier-coller, là, je dois arranger un peu ça. Bon. Alors ici, donc, je fais quoi? Alors, ici, nous avons la liste des patients, le formulaire. Ici, donc, la recherche, c'est slash user slash index. Vous avez ici le lien. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Yes. Slash admin slash edit slash admin slash la pagination slash user slash. Et je crois même dans le formulaire, forme patient. Alors, dans le formulaire, vous allez avoir slash admin slash save. Et dans le formulaire, edit patient slash admin slash save. Et c'est tout. Je pense que c'est tout. Sûrement, vous allez oublier quelque chose. De toute façon, le test...
ce genre de choses. Donc, vous voyez ici, donc, là, il n'y a pas de problème. Alors, ici, donc, je vais m'authentifier en tant que user. Je peux chercher, il n'y a pas de problème. Mais si je tente de faire, par exemple, quelque chose, je vais tenter /admin/ par exemple, delete /admin/ delete. Normalement, si je tape /admin/ n'importe quoi, vous n'êtes pas. De toute façon, c'est-à-dire, je suis sûr que ça, c'est quelque chose qui est réservé pour l'admin. /user, etc. Bon. Alors, et vous regardez maintenant donc sur la config de Spring Security, ça c'est mieux. Alors, regardez notre sécurité. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit /permit all. Tout ce qui est /admin/ étoile nécessite d'être authentifié avec le rôle admin. /user/ étoile nécessite d'être authentifié avec le rôle user. Mais n'oublie pas ça à la fin. Sinon, tout le reste, parce que si vous oubliez celle-là, c'est-à-dire tout le reste, il est autorisé. N'est-ce pas? Si vous mettez ça, ça veut dire tout le reste, ça nécessite une authentification. Il vaudrait mieux, parce que quand vous sécurisez, vous dites tout nécessite une authentification et après vous commencez à libérer. Ceux qui sont autorisés, vous mettez permit all. C'est clair? Alors maintenant, jusqu'à présent, on a fait un peu l'essentiel, mais là, il ne faut pas oublier que nous sommes en train d'utiliser uniquement in-memory authentication. Alors maintenant, je ne veux pas utiliser in-memory authentication, on va utiliser JDBC authentication. C'est-à-dire, supposons que les utilisateurs vont être stockés dans la base de données. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, on va mettre ça en commentaire pour le moment. Donc, je vais basculer vers JDBC Authentication. Alors, pour basculer vers JDBC Authentication, je vais aller vers ma base de données d'abord. Je vais utiliser des utilisateurs et les rôles. Alors, je vais créer phpMyAdmin. Alors, comment il s'appelle notre base de données? Alors, on va regarder. Parce qu'on n'est pas sûr. C'est PassDB. PassDB. Alors, PassDB. Alors maintenant, dans cette base de données, voilà ce qu'on va faire. Donc, je vais créer 3 tables. Vous voyez, donc ça, c'est JDBC Authentication. Après, par la suite, on peut utiliser donc User Detail Service. Et quand on va utiliser User Detail Service, c'est là où on va créer la classe User, la classe Role. Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Un rôle peut avoir plusieurs utilisateurs. C'est-à-dire l'exercice qu'on avait fait, si vous vous rappelez. On va l'exploiter après, mais pour le moment, je vais supposer que les utilisateurs sont déjà dans la base de données. Donc, je vais créer donc, une table. Comment il s'appelle la table? Je vais créer la table Users avec username, password et une colonne active, 3 colonnes. Pour moi, l'ID est username. Donc, je suppose que username, c'est l'identifiant. Donc, je vais créer donc ici username de type varchar, la taille 15. Je suppose que username ne doit pas dépasser 15 caractères. Et je suppose que c'est la clé primaire. Primary. OK. Password. Alors pour le mot de passe, il faut faire attention parce que vous avez ici, donc vous utilisez varchar le max. Parce qu'en fait, il sera encodé.
Et que vous savez qu'un mot de passe encodé, sa longueur, il est grande. Donc, c'est-à-dire vous laissez le max, c'est 255. Et après, ici, on va ajouter un rôle, plutôt une colonne qui s'appelle active, qui peut être soit 0, soit 1. Donc, je vais utiliser par exemple tinyInt. Ça peut être soit 0, soit 1. C'est pour avoir est-ce que l'utilisateur est activé ou bien désactivé. Ah, 255. Alors ici, donc, j'ai la table user. Je vais créer la table rôle. Les rôles. Alors, pour les rôles, je vais avoir, si vous voulez, je peux avoir uniquement une seule colonne. Rôle, tout court. C'est quoi ça? Non, deux colonnes, c'est une. Normalement, vous pouvez ajouter deux colonnes, rôle ID, etc. Donc ici, donc, je vais mettre rôle, une colonne, rôle. De quel type? Varchar, par exemple 15. C'est la clé primaire. Vous suivez? OK? Alors, j'ai la table users, la table rôle. Maintenant, vous avez un utilisateur qui peut avoir plusieurs rôles et un rôle peut concerner plusieurs utilisateurs. Donc, j'aurai besoin d'une table d'association. Donc, une table que je vais appeler users underscore roles. Il y a deux colonnes. Donc, c'est username de type varchar 15, comme ça on garde la même taille. Et quoi c'est? Le rôle de type varchar 15. Normalement, vous pouvez utiliser l'ID. Et je suppose que les deux, c'est la clé primaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire la clé primaire, c'est les deux. Et du coup, comme quoi le couple username role ne doit pas se répéter. C'est bon? On va saisir quelques utilisateurs. Users. Alors ici, donc, insérer. Alors j'ai ici, regardez bien, j'ai un utilisateur qui s'appelle user1. Le mot de passe. Alors normalement, le mot de passe ici, avec phpMyAdmin, vous pouvez, si c'était MD5, vous pouvez choisir ici encoder avec MD5. Mais si vous cherchez bcrypt, vous voyez, hein? Bcrypt, je pense qu'il n'y en a pas. Alors si vous cherchez bcrypt, vous n'allez pas trouver. Alors ce qu'on va faire, c'est que normalement, là maintenant, quand je démarre mon application, si vous vous rappelez, dans mon application, dans la partie sécurité, vous avez des applications qui génèrent, vous lui donnez le mot de passe, il génère, etc. Mais normalement, ça va se faire au niveau de votre application. Alors moi, ce que j'ai fait tout à l'heure dans config, si vous vous rappelez, j'ai affiché au démarrage, j'ai encodé 1, 2, 3, 4 et je l'ai affiché, n'est-ce pas? Donc logiquement, au niveau de la console, elle est là. OK? Donc c'est-à-dire le mot de passe 1, 2, 3, 4, haché en quoi? En bcrypt, ça donne ça. Donc moi j'ai déjà mis en commentaire ça, mais sinon on va réexécuter pour voir. Sinon il faut une application, mais en réalité, c'est au moment de la création de l'utilisateur qu'on va faire cette opération. Mais pour le moment, on le fait directement dans la base de données. Ça veut dire que nous avons un moyen qui permet de hacher le mot de passe en utilisant l'algorithme bcrypt. Mademoiselle, est-ce que vous suivez? Très bien, je suis rassuré. Donc je prends ça.
Ouais. Je prends ça et je le mets ici. Donc vous voyez donc ce que vous voyez là, c'est quoi? C'est quel mot de passe? 1, 2, 3, 4. OK? Mais on décrypte. À partir de là, on peut jamais obtenir le mot de passe. Parce que vous faites le hachage, il n'est pas symétrique. Quand on va hacher, on obtient, mais à partir de là, on ne peut pas deviner le mot de passe. C'est-à-dire, à partir de là, on ne peut jamais savoir c'est quoi le vrai mot de passe. Donc, j'ai un utilisateur user 1, j'ai un utilisateur user 2, avec le mot de passe de ligne insérée. Ben, de ligne insérée, est-ce que ça c'est une erreur ou bien c'est un warning? Non, c'est juste un warning. Donc ici, donc, j'ai les deux utilisateurs et j'ai oublié de mettre active égale à 1. Donc je peux faire edit. Active c'est quoi? C'est 1. Je crée également un autre utilisateur. Insert. Admin. Avec le mot de passe, toujours 1, 2, 3, 4. Active. Admin. Alors, c'est pas grave, on va le renommer. Edit. Admin. Donc, vous voyez, donc j'ai admin, user 1, user 2. Le même mot de passe. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais créer des rôles. Alors, quels sont les rôles? Insert. Donc, j'ai deux rôles. J'ai le rôle user et j'ai le rôle admin. Alors, les rôles, j'ai user, admin. Et après, dans la table users role, alors la table d'association, ici, je vais ajouter, voilà, donc je vais lui dire user 1, il a le rôle user. J'ai l'utilisateur user 2, il a le rôle user, n'est-ce pas? J'ajoute. Et je vais encore insérer le rôle l'utilisateur admin. Il a le rôle user également. Non, il a les deux rôles. L'utilisateur admin, il a le rôle user. Il a le rôle, parce qu'en fait, sinon, s'il n'a pas les deux rôles, il ne peut pas voir. Il peut modifier, mais il ne peut pas voir. Donc, admin, il a le rôle également admin. Alors, si vous regardez ici donc notre table users role, vous allez trouver, vous voyez donc ici, voilà les rôles. Et donc là, on a une base de données qui contient les utilisateurs et les rôles. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec Spring Security? On va configurer ça. Alors, pour le faire, voilà ce qu'on va faire. On va utiliser authentication.jdbc authentication. OK? Donc, on va dire à Spring Security, maintenant, les utilisateurs, ce n'est pas in-memory, c'est JDBC. Ça veut dire qu'il doit établir une connexion vers une base de données. Et après, je vais lui dire data source. Quelle base de données? Alors, moi, je vais lui dire c'est la même base de données de l'application. Et pour lui dire ça, il suffit de déclarer dans la classe, ici, vous déclarez un attribut de type data source. Data source javax.sql. Data source, et vous faites l'injection des dépendances avec la notation hotwire. Ça veut dire quoi? Vous injectez le même data source, le seul data source d'application, c'est-à-dire celui que vous avez déclaré dans le fichier application.properties. Donc, c'est-à-dire c'est le data source courant. Donc, nous avons un seul data source, on va l'injecter. On a donc notre data source. Donc, on va lui dire ici, quelle data source qu'on va utiliser? C'est ce data source. Alors maintenant,
il connaît la base de données. Alors, on va lui donner les deux requêtes SQL qu'il va exécuter. La première, c'est pour chercher l'utilisateur. Et la deuxième, charger les rôles de cet utilisateur. Donc, il y a deux requêtes SQL. La première, c'est users by username query. Donc, on va demander à Spring Security, quand l'utilisateur va saisir username et le mot de passe, va exécuter cette requête SQL. C'est quoi? C'est select username, ok, username, virgule, password, virgule, active. Il y a trois colonnes dans la table users. From users, where username égale point d'interrogation. Ça veut dire que Spring Security, qu'est-ce qu'il va faire? Quand l'utilisateur va saisir username et le mot de passe, il va d'abord, la première des choses qu'il va faire ici, c'est qu'il va faire select username, password, active, from users, where username égale, c'est quoi point d'interrogation? C'est-à-dire username saisi par l'utilisateur. C'est Spring Security qui va faire ça. Mais attention, maintenant, Spring Security, comment il va savoir que cette colonne c'est username et celle-là c'est password? Il ne peut pas le savoir. Supposons cette colonne, vous l'avez appelée login, n'est-ce pas? Alors c'est pour cela qu'il faut utiliser as principal. Alors en fait, pour Spring Security, la colonne username, ça s'appelle principal. Donc, quand vous entendez principal, pour lui c'est username. Et la colonne password, c'est credentials. Credentials. Voilà. Donc, c'est-à-dire pour Spring Security, la colonne username, ça devrait s'appeler principal. Et la colonne password, ça devrait s'appeler credentials. Alors maintenant, active, on va la laisser comme ça. Okay. Active, c'est active. Ça, c'est la première requête. La deuxième requête, donc je ne mets pas de point virgule. Point. Authorities by username query. Et cette fois-ci, donc, une fois que, qu'est-ce qu'il fait, c'est que Spring, il va charger l'utilisateur. Ensuite, il va comparer le mot de passe. Il va comparer le mot de passe qu'il a récupéré à partir de la base de données, n'est-ce pas? Avec le mot de passe saisi par l'utilisateur. Et si c'est le bon, ça veut dire que l'utilisateur il est authentifié, il va créer la session. Alors, mais il ne faut pas oublier que quand il va créer la session, il a besoin de connaître les rôles. Comment il va charger les rôles? C'est avec cette requête. Select role username as principal virgule role. La même chose, la colonne rôle devrait s'appeler rôle. Bon, c'est la même. Donc, comme si c'est la même, vous n'êtes pas obligé d'utiliser as. From quoi? From. La table s'appelle role. Where quoi? Username égale point d'interrogation. Ok? Bon, c'est-à-dire, ici donc, username, il va à partir de la table, c'est quelle table déjà? Non, c'est pas role. C'est users. C'est la table d'association. Ah, c'est un peu from users. Donc il va vers cette table-là, il va chercher username et le rôle, where username égale point d'interrogation. C'est-à-dire c'est le même username qui a été saisi par l'utilisateur. Et ensuite, on va juste ajouter une méthode qui s'appelle role préfixe. Underscore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple l'utilisateur s'appelle user, au niveau de la session, Spring Security, le rôle, il va l'appeler role underscore user. Si le rôle s'appelle admin, il va l'appeler role underscore. Bon, là, il ajoute un préfixe, comme ça. Et après le dernier c'est quoi? Il va falloir lui dire, quand tu vas comparer le mot de passe, ce mot de passe, quand tu vas le comparer, c'est quel algorithme? Il faut lui dire que le mot de passe, il est stocké en mode
bcrypt. Alors c'est pour cela, ici, on a déjà utilisé ça. Citeline, CTRL X. Je déplace juste le commentaire. Donc, c'est-à-dire, vous avez votre password encoder, elle est là. Et on va lui dire tout simplement .password encoder égale à quoi? C'est quoi le password encoder? C'est celui-là. Et c'est quoi celui-là? C'est new bcrypt. Alors si vous faites ça, c'est que vous avez, vous voyez ici, donc vous avez maintenant basculé de in-memory authentication vers JDBC authentication. Oui. En n'utilisant pas SQL, ici, on utilise SQL. Oui, là, GDBC Authentication, c'est SQL. Alors maintenant, il y a une autre façon, c'est celle qu'on va avoir après, c'est User Details. Et quand on fait User Details, finalement, c'est la couche service, la couche métier qui va faire ce travail. C'est votre couche service. Donc c'est dans ce cas-là, vous allez créer la classe User, la classe Role, etc. C'est normal parce qu'on n'a pas créé la classe User et la classe Role. Donc c'est pas notre application qui gère les utilisateurs et les rôles. On suppose qu'il y a une autre application qui va gérer les utilisateurs et les rôles. Mais ici, on peut les intégrer après. Alors, c'est pas sûr que ça va marcher, donc je vais regarder. Alors, on va s'authentifier avec user 1, 2, 3, 4. Ça marche. Donc, c'est-à-dire syntaxiquement, tout ce que j'ai fait, c'est correct. Alors, vous voyez donc, un utilisateur, il ne peut pas faire ça. OK? Mais par contre, si je suis admin, 1, 2, 3, 4, alors vous voyez bien que admin, il a bien ses rôles. Alors, supposons je voudrais ajouter un rôle à user 1. Qu'est-ce que je vais faire? User 1, je vais lui ajouter un rôle. Je vais ajouter. Oui. Alors, je vais dire user 1. User 1, je vais lui attribuer également le rôle admin. Alors maintenant, je vais loguer avec user 1. Vous voyez, donc user 1 maintenant, il a le droit. Donc ça veut dire que maintenant, les droits d'accès, donc je peux, dans la base de données, je peux affecter mes droits. Donc ça, on a basculé vers la partie JDBC Authentication. OK? Bon, alors bien sûr, donc la prochaine fois, donc il y a d'autres petits détails, parce que ici, donc la sécurité, c'est beaucoup de choses. Donc j'aurai l'occasion d'en parler la prochaine fois, notamment c'est quoi la faille de sécurité CSRF, Cross-Site Request Forgery, c'est quelque chose d'extrêmement important. Également, au lieu de gérer les droits ici, c'est-à-dire au lieu d'utiliser /admin doit avoir le rôle admin ici, on peut utiliser les annotations. C'est-à-dire directement dans les méthodes, on va utiliser quelques annotations, dire directement sur la méthode que pour accéder à cette méthode, il faut avoir le rôle admin. Bon, tout ça, on va voir, donc c'est des petites choses qui restent, mais je pense que l'essentiel, il est là aujourd'hui. Donc la prochaine séance, c'est une séance pratique. Je devrais voir dans vos machines la semaine prochaine, à la fin de la séance, que tout cet exercice-là fait. D'accord? Et ceux qui ont des petits problèmes, la semaine prochaine, je vais prendre un petit peu de temps pour regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais donc, il faut avancer sur cette application. Alors, donc la semaine prochaine, il va falloir me montrer à la fin de la séance donc ce que vous avez fait à ce niveau-là, parce que je pense on a fait beaucoup de choses, mais c'est un exemple qui résume l'essentiel de cette première partie.
Voilà. Bon appétit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu la deuxième séance et qui n'est pas venu la première séance? Voilà.